Cet exorcisme concerne George Lukins. En 1769, il avait 26 ans, il exerçait la profession de tailleur et il avait également une autre passion, cette passion c'était celle d'amuser un peu la galerie. Il avait ce travail très sérieux et sur son temps libre il aimait bien faire un peu le pitre, notamment pendant les périodes de fête où là il se mettait en scène pour amuser les personnes qui l'entouraient. Il était décrit comme quelqu'un de très agréable et était très apprécié d'une part par les personnes qui vivaient dans son quartier, dans le village de Gatton au Royaume-Uni, et il était également très apprécié de la bande dont il faisait partie qui était composée d'une part d'hommes et de femmes. À un moment donné, aux périodes des fêtes de Noël, comme à l'accoutumée, George Lukins faisait le saltimbanque accompagné de sa bande. Le groupe passait de maison en maison pour faire un petit spectacle, un peu à l'image des petites chorales de Noël qui toquent à la porte pour faire une petite chanson, sauf que lui, ce qu'il voulait faire, c'était faire rire, donner une émotion très positive aux personnes chez qui il toquait. Une nuit, alors qu'il vadrouillait de maison en maison, il s'est retrouvé devant la maison d'un certain Monsieur Love. Appréciant plutôt le spectacle qu'il avait devant lui, le Monsieur Love invita toute la bande à rentrer chez lui pour profiter des festivités et boire un petit peu. Ensemble, ils ont tous bu quelques bières. Ils ont un peu plus bu que d'habitude, comprenez par là que chacun avait déjà un petit coup dans le nez, et au moment où la bande s'apprêtait à partir, George Lukins est tombé, raide mort sur le sol. Il n'était pas mort, il s'est en gros évanoui. Les amis qui faisaient partie de sa bande pensaient que George avait abusé de la boisson, donc ils l'ont aidé à se relever et l'ont accompagné chez lui. George a expliqué, plus tard, qu'il ne s'est pas évanoui parce qu'il avait abusé de la boisson, il s'est évanoui parce qu'il a reçu ce qu'il catégorise comme une énorme gifle. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur internet de personnes qui se prennent des énormes gifles. Si la gifle est vraiment très puissante, on peut perdre connaissance. Et bien George, il dit que c'est ça qui s'est passé. C'est à partir de ce moment-là que George a commencé à être pris d'énormes crises qu'il n'avait pas avant. Ces crises se démarquaient par une agitation de sa main droite. Dès que sa main droite s'agitait, il savait qu'il allait partir dans une crise. Il perdait totalement le contrôle de lui-même quand il était dans ces périodes de crise, il ne pouvait pas contrôler son corps, il ne savait pas ce qu'il faisait, et ces crises prenaient une forme assez particulière à chaque fois, sa voix changeait. L'expression qu'il avait sur son visage, qui était de base plutôt amicale, se transformait en l'expression d'un homme très énervé, et il disait quelque chose qui peut faire peur, il disait qu'il était le diable en personne. Quand George était pris de ces crises, il arrivait à faire apparaître autour de lui des entités, et le démon qui possédait son corps donnait l'ordre aux entités de le torturer. C'est là que George, qui déjà avait un comportement assez étrange, avait un comportement encore plus étrange. Il se mettait à sauter partout, à hurler, imiter des animaux. Par exemple, il se mettait dans la peau d'un chien et il agissait comme s'il en était un. Il pouvait même parfois devenir muet, perdre l'usage de la parole, chanter en utilisant différentes tonalités de voix, ou alors devenir même violent. Clairement, c'est comme si il y avait des personnes différentes qui habitaient le corps de George. Parfois, il avait, comme je vous l'ai décrit juste avant, une expression du diable. Parfois, il arrivait à se mettre dans la peau d'une femme et avoir presque la voix d'une femme. Alors que, je tiens à préciser, George n'a aucun talent d'imitation. Ce n'est pas un imitateur dans l'âme du tout. Et autre fait très étrange, c'est qu'à chaque fois, on va dire que ces crises se terminaient, George remerciait le démon qui le possédait de lui accorder un tel pouvoir. Pour lui, ce n'était pas une malédiction d'être possédé, mais une bénédiction, parce que ça lui permettait de faire des choses que, normalement, il ne serait pas capable de faire. Mais à un moment donné, à la suite d'une des nombreuses crises de George Lukins, l'entité, on va dire, principale qui possédait George, lui a dit « Maintenant, je vais te posséder tout le temps », mais à un moment donné, il ne venait plus. Les sortes de crises avaient stoppé et George, ça le rendait très malheureux. Je sais, généralement, quand tu es possédé et que c'est terminé, tu te dis « Enfin, je suis libéré », à lui, c'était pas le cas. Lui, il était à deux doigts de faire des pentagrammes et de faire des rituels sataniques pour inviter d'autres entités à venir posséder son corps. Vous savez, dans la culture populaire en tout cas, on voit beaucoup dans les films d'horreur où il y a des entités démoniaques qui possèdent des victimes, qu'un moyen de les combattre, c'est d'utiliser la religion. Donc il n'est pas étonnant qu'on voit des prêtres utiliser de l'eau bénite, réciter des prières, et que ça fait atrocement souffrir la personne possédée. Et bien dans le cas de George, c'était ça. Lui de base appréciait aller dans des églises, participer à des messes, il trouvait que c'était quelque chose de très agréable et de très joli, mais après ces périodes de possession, au moment de la pause, quand le diable a dit c'est bon, on fait une pause, j'ai besoin de réfléchir de mon côté, t'as compris, je te rappellerai, etc. Et bien George, dès qu'on lui disait des trucs en rapport avec Dieu, ça le mettait très mal. Si on lui disait que Dieu vous bénisse, c'est comme si on lui enfonçait sans épée dans le corps. Il se trémoussait de douleur. Et on voyait sur son visage
qu'il était en pure souffrance, ça ne semblait pas être de la comédie. Certains disaient même que quand, après on va dire ça allait un peu mieux, on sentait que Georges était à bout de force, comme si en fait on l'avait enfermé dans une cage, qu'on l'avait torturé et qu'on avait fini la séance de torture et que lui était ensuite totalement épuisé. J'espère qu'avec la description vous arrivez un peu à imaginer dans quel état il se trouvait après. Néanmoins, bien que Georges, de par la description que je vous ai donnée, souffrait énormément, il continuait à travailler. Il était réglo. Il avait un travail à faire, il le faisait même s'il était possédé par le diable. Mais les gens ont remarqué quand même que ça n'allait pas du tout. Il était plutôt apprécié de la communauté de son village, donc en 1755, la paroisse s'est dit « faut faire quelque chose pour lui ». Donc ils ont fait une petite collecte pour lui donner de l'argent qu'il puisse se rendre à Londres et se faire soigner là-bas. Il est admis le 3 mai à l'hôpital Saint-Georges et il y reste pendant 20 semaines, où il en est ressorti à la date du 8 octobre. À l'hôpital, quand il a été pris en charge, il n'y a eu aucun problème dans le sens qu'il n'a pas été possédé, il n'y a pas eu de crise comme il avait l'habitude d'avoir. Néanmoins, il souffrait énormément. Et les médecins, ils étaient incapables de le guérir, forcément. On saurait, si jamais on est possédé par le diable, il nous suffit juste de prendre un Doliprane, et le diable il se dit, mince, un Doliprane, je m'en vais. Donc les docteurs, ils savent faire un peu sur son cas, mais ils ont du mal à savoir ce qui se passe. Il y a certains médecins qui supposent qu'il n'a pas de possession, mais plutôt un trouble mental, mais un trouble mental particulier. En gros, ce que certains médecins supposent, c'est qu'il est hypocondriaque, mais d'une manière super extrême, à tel point que cette maladie, ça ne fait pas que le rendre anxieux, par exemple, ça lui fait mal physiquement. On lui a quand même donné des traitements, mais les traitements étaient inefficaces. On a interrogé le patient, Georges, pour savoir ce que lui en pensait, et lui, il pensait pas forcément être possédé. Lui, il pensait qu'on lui avait jeté un sort. Il pense qu'il a rencontré une sorcière à un moment donné, et la sorcière lui a jeté un sort qui fait qu'il a ces fameuses crises. Et c'est cette théorie-là, la théorie de la magie, qui dans un premier temps prédomine. Vu que la science n'arrive pas à expliquer ce qu'il a, on se dit peut-être que oui, il a été ensorcelé. Des experts en magie noire sont consultés, ils donnent quelques conseils, quelques remèdes à Georges, mais rien ne fonctionne. Il faut savoir que des gens ont vu Georges dans cet état étrange, donc même de leur côté, la théorie de la magie prédomine. Et des rumeurs sur l'origine de cette sorte de maladie qu'il a, de cet envoûtement, on pense que ce sont des voisins de Georges qui étaient infirmes, qui ont jeté un sort à Georges parce qu'il aurait essayé de boire à leur sang. Parce qu'il y avait une rumeur qui courait que si jamais on buvait le sang de personnes infirmes et également pauvres, eh bien ce sang avait des vertus très bénéfiques. On pouvait avoir une meilleure peau, on avait l'air plus jeune, vie éternelle, ce que vous voulez. Donc finalement, ne pouvant pas vraiment traiter Georges, on le relâche, comme je vous l'ai dit. Il retourne chez lui, enfin pas directement chez lui, il retourne dans son village, mais il va vivre chez son frère. Et rapidement, son frère constate des choses étranges, notamment dans le comportement de Georges. Et ce frère, ça le fatigue énormément, donc il demande conseil. Conseil à un paroissien, et le paroissien il dit « Ok, je vais le prendre chez moi, comme ça le frère peut se reposer, et le paroissien peut voir un petit peu ce qu'il en est de ce fameux comportement. » Ce petit déménagement ne change rien à l'état de Georges, mais par contre, quand Georges a quitté cette maison-là et qu'il est rentré chez lui, là son état s'est amélioré. Et pendant des années, il ne s'est rien passé. Jusqu'en 1787. Là, Georges, il recommence à avoir un comportement étrange. Et il a une idée. Enfin, une pensée en tout cas. Il se dit, mais en fait, ce qui m'est arrivé, c'est pas du tout un envoûtement. En fait, je suis juste possédé par le diable. Il refait des crises comme à ses débuts, c'est-à-dire où il prend carrément une autre personnalité. Des personnes sont témoins de ce changement de personnalité et elles sont totalement horrifiées de voir que Georges ne semble plus de temps en temps être la personne amicale qu'il est censé être. Et Georges, conscient qu'il a des problèmes, décide de dire à quiconque veut bien l'entendre qu'il est possédé par 7 démons et que c'est comme ça, il ne peut rien y faire. Il n'y a aucun moyen de le sauver, il est possédé, c'est tout. Et il y a une femme, Sarah Barber, qui a entendu parler de l'histoire de Georges et qui s'y est intéressée parce que son mari venait du même village que lui. Elle est allée voir un homme d'église pour lui dire qu'elle connaissait un homme qui était touché par une maladie, non pas une maladie que la science pouvait guérir, mais qu'elle l'avait vu et que c'était un homme qui semblait vraiment, pour quelqu'un qui a 44 ans, vraiment morflé. On lui donnait beaucoup plus. On sentait qu'il avait une vie de souffrance derrière lui. Le seul moyen de soulager un petit peu Georges de ce qui lui arrivait, c'était que cet homme d'église prie pour lui, comme ça on va dire que ça contrebalançait un peu la chose. Il est possédé par 7 démons et cet homme d'église, donc on va dire que ça fait la balance. Et ce détail-là, des 7 démons, c'est quelque chose qui fait un peu réfléchir l'homme d'église que Sarah est allée voir. Parce que dans le Nouveau Testament, il y aurait une personne, Marie-Madeleine, qui était possédée par 7 démons. Donc ça donne un aspect assez atypique à cette affaire. Donc cet homme d'église décide
de prendre contact avec George, de l'inviter dans son église pour constater de ses propres yeux ce qui se passe. Et son avis est sans appel, effectivement, George est possédé. Mais il y a un moyen de le sortir de cette mauvaise situation. Ce moyen, c'est l'exorcisme. Si vous ne le savez pas, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour pratiquer un exorcisme, il faut qu'il y ait une validation d'une autorité supérieure de l'église. On se dit pas, je vais faire un exorcisme, boum, j'y vais. Dans un premier temps, la demande d'exorcisme est rejetée. Mais l'homme d'église qui voulait faire cet exorcisme ne s'est pas laissé abattre, il a contacté une autre autorité qui, elle, a accepté. Donc oui, un exorcisme a bien lieu. Au début de l'exorcisme, les différentes personnes qui y participent, pour soulager George des démons qui ont pris possession de son corps, récitent des hymnes. Et déjà, dès les premières paroles, George est pris de fortes convulsions. Mais c'était des convulsions qui ne ressemblaient pas du tout à ce qu'il avait vécu auparavant, ça ressemblait pas à ses crises habituelles. Là, c'est comme si, en fait, non pas on prenait possession de son corps, comme il avait avant, mais plus comme si quelque chose à l'intérieur de lui cherchait à se défendre. Son visage se tordait, ses bras et ses mains bougeaient dans tous les sens, et à un moment donné, il s'est mis à parler. Mais pas avec sa voix, pas avec la voix d'une femme, avec une voix très grave que les hommes d'église qui prennent part à l'exorcisme considèrent être les voix des démons qui l'habitent. Les voix disent que les hommes d'église sont totalement fous, que jamais ils n'arriveront à les chasser du corps de George, que si jamais ils n'arrêtent pas, ils vont continuer de faire du mal à George, et ils vont également être encore plus sévères dans leurs actions, c'est-à-dire que déjà que George souffrait, ils vont le faire encore plus souffrir. Il y a eu des rires, des blasphèmes, c'est-à-dire des insultes à la religion, certains démons prétendent être le diable, et à un moment donné, le ou les démons qui ont pris possession du corps de George lancent même des menaces vis-à-vis des hommes d'église. Ils disent que s'ils ne s'arrêtent pas, les démons vont carrément aller les tourmenter eux. Après ces menaces, George a arrêté de convulser, il s'est levé, il a commencé à devenir très violent avec certaines des personnes qui pratiquaient l'exorcisme, il était pris d'une force quasiment surhumaine, c'est pour dire il a fallu 2 personnes au moins pour le maintenir. Les hommes d'église continuaient de réciter des prières, et alors que George était maintenu, lui répétait les prières, mais en changeant les mots. Par exemple, des prières qui mettaient en avant Dieu, et bien de la bouche de George, ça sonnait plus comme « Au diable, tu es tout puissant », ce genre de choses. Et vers la fin de l'exorcisme, alors que la cérémonie touchait à sa fin, là, George a parlé avec différentes voix, mais il ne parlait pas directement aux hommes d'église, c'est comme si en fait les voix se répondaient entre elles. Une des voix a dit « Est-ce que je dois rendre mes pouvoirs ?» L'autre a dit « Notre maître nous a trompés, où devons-nous aller ?» Et d'un coup, plus rien. George dit plus un mot, plus de convulsions, il est allongé en soi, il ne se débat plus, il est devenu très calme. Et les premiers mots qu'il a dit, on va dire après que l'exorcisme soit fini, c'est « Béni soit Jésus ». George s'est relevé, il a remercié tous les hommes d'église qui l'ont aidé à se libérer des démons qu'il avait possédés, et il a quitté la pièce de la cérémonie, très heureux, en parfaite santé, mais totalement affaibli. Est-ce surprenant? Je ne crois pas. Cet exorcisme était censé être assez discret, mais les cris de George pendant la cérémonie ont attiré l'attention, donc on va dire qu'un exorcisme c'est pas quelque chose qui passe inaperçu, donc la nouvelle s'est vite répandue, et immédiatement des avis se sont fait ressentir. Certains se sont avancés sur le fait que George avait créé toute cette histoire, qu'il avait toujours joué la comédie. Certains se moquent des hommes d'église qui ont cru à son histoire. Enfin voilà, c'est un exorcisme qui a été beaucoup remis en cause. Certains avançaient même que George arrivait à prévoir ses crises et que c'était quelque chose qui était en soi totalement illogique. Évidemment, il y avait également une partie de la population et de l'église qui était d'accord sur le fait que ce qui était arrivé à George était quelque chose de réel et que oui, il avait bien été possédé par plusieurs démons, dont peut-être le diable. Ce qui est très fou avec cette histoire, vu que c'est une histoire qui remonte, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il est ensuite advenu de George Lucas. Apparemment, sans qu'on ait de réelles preuves, il semblerait que George n'ait jamais eu de nouveau de crise et qu'il a quitté la ville où il avait vécu tous les événements qui l'ont affaibli pour ne plus jamais y revenir. Cette histoire commence le 8 décembre 1937. La société où travaille Harry Price reçoit un appel d'une dame qui souhaite parler à Harry Price en personne. Harry Price, à ce moment-là, est réputé, surtout à Londres. Ses interventions dans des cas de paranormal ont été relatées dans la presse, donc on va dire c'est quelqu'un dans le milieu. Cette dame veut contacter Harry Price parce qu'elle a lu
un des témoignages de l'homme concernant des maisons hantées et elle aime bien sa manière d'aborder les choses, donc elle voudrait lui soumettre une proposition. Elle lui dit: je peux vous faire rencontrer un esprit d'une autre manière que tout ce que vous avez déjà pu voir par le passé. Entendez-la, qu'elle dit clairement qu'elle peut communiquer avec un esprit, qu'Harry Price peut assister à cet échange et que ça va être différent des trucs qu'il a vu, parce que Harry Price, ce qu'il a vu, ça va être un objet qui se déplace, ce genre de choses, mais il a jamais vu vraiment de ses yeux un esprit ou entendu. Et cette affaire est une affaire intéressante pour Harry Price parce que lui vit à Londres, sa société se trouve à Londres et la dame qui l'appelle vit à Londres également, dans un très bon quartier. Donc à ce moment-là, pourquoi pas le faire? En plus, cette dame organise tous les mercredis soirs une séance de spiritisme avec ses amis. Il y en a, ils aiment se faire des soirées Netflix and chill, il y en a, ils aiment se faire des grosses sessions gaming, et il y en a d'autres, ils aiment se faire des séances de spiritisme. Qui sommes-nous pour juger? La dame dit qu'elle peut rentrer en contact avec un esprit, l'esprit d'une jeune fille, qui porte le nom de Rosalie. Harry Price, il se dit, ça pue un peu, ça semble un peu trop beau pour être vrai. En plus de ça, le soi-disant esprit se matérialise pendant ces séances, c'est-à-dire qu'on peut le voir. Donc d'un côté, le scientifique qu'il est se dit, c'est une aubaine, mais l'homme un peu précautionneux, lui, se dit, est-ce qu'on ne tendrait pas un petit piège? De vous à moi, si on vous invite à une séance de spiritisme et que la personne qui vous invite, vous ne la connaissez pas, vous n'en avez jamais entendu parler, n'y allez peut-être pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors je ne mets pas en cause toutes les séances de spiritisme, mais il y en a certaines, surtout à l'époque, pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent facilement, qui étaient totalement fausses. C'était un traquenard, il y avait une personne qui faisait sa séance de spiritisme et il y avait un complice qui faisait bouger des trucs et tout pour faire croire qu'il y avait un fantôme alors qu'en fait, pas du tout. Donc Harry Price, il se dit, est-ce qu'on ne voudrait juste pas m'extorquer de l'argent? Il continue de converser avec la dame qui l'a appelé et la dame lui informe que pour participer à la séance de spiritisme, il y a des conditions à remplir. Ce sont des conditions en soi qui peuvent se comprendre. Ne pas révéler l'identité des participants à la séance de spiritisme, parce que tout ce qui est paranormal à cette époque-là, c'est un petit peu tendu à aborder, et personne, surtout de la bonne société, ne veut être associé à ce genre de choses. Ça a un peu changé aujourd'hui, quoique, mais à l'époque, une mauvaise rumeur pouvait provoquer un scandale et entacher la réputation de bonne famille. Donc, on garde l'anonymat sur ceux qui participent à cette séance. Autre condition, si Harry Price assiste effectivement à l'apparition d'une entité, il ne doit pas s'offusquer et tout de suite essayer de faire une enquête scientifique sur le tas, parce que ça pourrait potentiellement bouleverser le fantôme. Parce qu'il y a une personne dont l'identité est révélée qui participe à ces séances, c'est que la mère du fameux fantôme de Rosalie se trouve là. Et elle, sa dernière envie, c'est que son enfant, qu'elle arrive à voir sous l'état d'esprit, ne vienne plus la voir parce qu'elle a été choquée par ce qui a pu se passer pendant une séance. Harry Price ne doit pas non plus amener un objet qui pourrait faire de la lumière, il ne doit pas chercher à parler ou à toucher à l'entité sans son autorisation. En gros, il doit garder l'anonymat sur l'événement et ne pas interagir avec l'entité. La dame qui l'a appelé lui fait confiance, normalement elle fait signer un document qui engage les participants à se tenir aux règles, mais Harry Price étant quelqu'un de réputé, elle décide de lui accorder sa confiance et de ne pas lui faire signer ce type de document. Mais ce qu'on lui propose, c'est qu'en échange de l'acceptation de ces règles, Harry Price pourra avoir un contrôle absolu sur le lieu où se passe la séance de spiritisme, mais également sur les participants, c'est-à-dire qu'il pourra retourner la maison où se passe la séance dans tous les sens pour s'assurer qu'il n'y a pas de piège qui pourrait justifier de l'apparition d'une entité, qu'il n'y a pas de traquenard. Il pourra faire ça avant ou après la séance, mais par contre pendant la séance, il reste assis à sa place. Harry Price, toujours un peu dubitatif suite à cette proposition, heureusement qu'il n'accepte pas non plus sans broncher, dit qu'il recontactera la dame pour l'informer de s'il accepte ou pas de participer à cette séance. C'est quelques jours plus tard, le 13 décembre, qu'Harry Price écrit à la dame qui l'a invité pour lui dire qu'il acceptait l'invitation. 2 jours plus tard, le 15 décembre, Harry Price se rend donc à cette fameuse séance de spiritisme, et laissez-moi vous dire que ce qu'il a vu ce soir-là, c'est quelque chose qui l'a marqué à vie. Harry Price se rend donc à la maison de la dame qui l'avait invité. C'était une grande maison. On sentait que c'était quelqu'un de bonne famille qui avait des moyens. En plus, la maison se trouvait dans une rue très bien fréquentée. Autant vous dire qu'on était dans la bourgeoisie londonienne. Il s'est rendu sur place aux alentours des 19 h. La séance commençait à 20 h. Et il a commencé déjà, vu que la séance n'avait pas commencé, à checker un petit peu la maison. Il regarde les portes, les fenêtres, toutes les issues. Et il est accueilli ensuite dans la salle à manger par la personne qui l'a invité, donc une dame, son mari et leur fille, qui était à peu près âgée de 17 ans. Tout le monde s'est assis à table pour dîner, avant la séance, et pendant ce repas, on lui a raconté l'histoire de l'entité qui se présente à chaque fois pendant cette séance de spiritisme, le fameux fantôme qui s'appelle Rosalie. Avant de commencer de parler d'elle, Harry Price se rend compte que le couple qui l'a invité
avaient quelques connaissances sur le spiritisme, sur le psychisme. Psychisme, c'est la spécialité d'Harry Price, et qu'ils avaient déjà lu certains des ouvrages de notre homme, et donc ils étaient un petit peu fans, donc heureux de le rencontrer. La dame qui invite Harry Price, et ça m'énerve de dire à chaque fois la dame qui invite Harry Price, donc on va l'appeler Lady. Lady dit qu'elle avait une amie qui était la mère de Rosalie. Elle l'avait rencontrée en aidant pour une vente de charité. Cette amie était d'origine française, elle avait épousé un soldat qui était malheureusement décédé pendant la Première Guerre mondiale. Cette amie se retrouve donc seule, avec son bébé, une petite fille qui avait une santé très fragile, qui était Rosalie. Bravo, si tu avais deviné, tu as gagné mon respect. Alors que Rosalie avait 6 ans, elle a contracté une maladie. Maladie tellement brutale que, quelques jours après l'avoir contractée, elle est décédée dans les bras de sa mère. La mère de Rosalie était intéressée par le spiritisme, et au bout d'un moment, elle a commencé à entendre des voix qu'elle reconnaissait comme étant la voix de sa fille. Ce qu'elle entendait, c'était des pleurs, ou des sortes de cris d'enfant, comme si un enfant cherchait à retrouver sa mère. Au bout d'un certain temps, au-delà des voix, la mère de Rosalie a commencé à distinguer certains contours, des contours de personnes, et elle est formelle, ce qu'elle reconnaît, c'est sa fille, Rosalie. Et même, on va encore plus loin derrière, à un moment donné, alors que la mère de Rosalie dormait, elle avait le bras hors du lit, qui pendait un petit peu, et elle a senti une main s'agripper à la sienne, une main de petite taille, et qui lui a serré la main. La mère de Rosalie avait très peu d'amis au Royaume-Uni, donc elle s'est confiée à la seule amie qu'elle avait, c'est-à-dire Lady, la dame qui a invité Harry Price. Et Lady, étant un petit peu intéressée par toutes ces situations, a proposé d'organiser des séances de spiritisme chez elle pour essayer de communiquer avec Rosalie, dans une ambiance vraiment qui est dédiée, et pas avoir, on va dire, des interactions fugaces, comme la mère de Rosalie a pu avoir. Avant de se lancer dans les séances de spiritisme, Lady veut s'assurer qu'effectivement il y a bien une entité, et que toute cette histoire n'est pas juste due au chagrin d'une mère qui pense voir son enfant alors qu'en fait pas du tout. Et effectivement, Lady a été témoin de l'apparition de Rosalie dans la chambre de sa mère, alors que la pièce était en totale obscurité, d'où le fait qu'elle ne souhaite pas qu'il y ait de lumière qui vienne obstruer la séance de spiritisme. Les séances de spiritisme ont donc été réalisées ensuite, Rosalie s'est manifestée, elle venait, elle parlait essentiellement à sa mère, et elle répondait uniquement à des questions simples. Limite, elle répondait aux questions par oui ou par non. Le fantôme de la fillette semblait très timide, et au fur et à mesure des séances, des modifications ont été apportées, ils ont réussi à ajouter un peu de lumière pour qu'on puisse voir la matérialisation de Rosalie d'une meilleure manière, qu'elle soit, on va dire, plus nette. Et Lady, à force de ces séances, a remarqué que le fantôme n'était pas inquiet, ou en tout cas, ça ne le dérangeait pas que de temps en temps, il y ait un visiteur occasionnel qui participe à la séance. D'où le fait qu'elle propose à Harry Price de rejoindre une des séances pour assister de son propre chef à la matérialisation d'un fantôme. Le repas se termine, les différents participants à la séance de spiritisme arrivent, dont la mère de Rosalie. Il y avait d'autres participants, notamment un jeune homme qui semblait en soi plus intéressé par la fille de Lady, celle qui est bien vivante, plutôt que par l'apparition du fantôme. Certainement que lui venait là avec des intentions derrière. Mais bon, avant que la séance ne commence, quand même, Harry Price décide de jeter encore une fois un petit coup d'œil à la maison pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de preuves que tout cela n'est qu'une vaste fumisterie. Il prend quelques petites mesures. Il ferme la fenêtre, il met un ruban, en gros il scelle les issues pour s'assurer qu'il n'y ait pas un membre extérieur à la maison qui s'infiltre pendant la séance pour jouer un mauvais tour aux participants. Le personnel de maison était constitué simplement d'une femme de chambre et d'une cuisinière qui savaient qu'il se passait des séances de spiritisme mais qui n'y participaient pas. Elles étaient là principalement pour ne pas répondre si quelqu'un frappait à la porte de la maison ou pour répondre au téléphone et dire qu'il fallait rappeler plus tard, comme ça vraiment ceux qui participent à la séance ne sont pas du tout dérangés. Harry Price a également regardé la salle où allait se passer la séance, il n'a rien vu d'anormal, il y avait juste de gros rideaux sur les fenêtres qui permettaient à la lumière extérieure de ne pas entrer ou d'éviter le regard de certains curieux. Vraiment juste avant que la séance ne commence, il dit à tout le monde d'aller dans la salle où la séance est censée se passer. Il enlève quelques objets qu'il considère pas utiles à la séance, il met de la poudre dans le couloir à côté de la salle où se passe la séance de spiritisme. Ensuite, il met de la poudre dans le couloir à côté de la salle où se passe la séance de spiritisme. Comme ça, il verra s'il y a eu du passage ou pas. Ensuite, il ferme la porte à clé. Il garde la clé. Comme ça, personne ne peut faire une magouille dans son dos. Il a également fait un petit système sur la cheminée pour voir si quelqu'un allait l'utiliser. Et en fait, à chaque fois qu'il sait quelque chose, il met un petit ruban où il écrit quelque chose. Il signe. Et en fait, ça lui permet de voir si quelqu'un touche au ruban, essaye de faire quelque chose.
Tout le monde est censé savoir ce qui se passe, donc dans la logique des choses, tout ce qu'il a placé n'est pas censé bouger. Et si c'est le cas, c'est qu'une intervention extérieure essayait de faire quelque chose qui pourrait, du coup, expliquer pourquoi il se passe des choses pendant la séance de spiritisme. Harry Price fouille les canapés, il enlève les coussins, il fouille les tiroirs. Vraiment, si vous voulez garder votre maison en ordre, ne l'invitez pas chez vous. Pire invité, pire invité. Mais c'est nécessaire pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui montrerait que toute cette histoire n'est qu'une supercherie. Il a également fouillé les participants à la séance de spiritisme, et les participants n'avaient rien de questionnable sur eux. Donc, tout semble clean. Les personnes ne semblent pas être des complices qui pourraient faire quelque chose, qui pourrait créer des sortes de phénomènes paranormaux, donc ça y est, la séance de spiritisme peut commencer. Sur la source que j'ai utilisée, on a un petit dessin qui a été réalisé par Harry Price qui montre comment était réalisée la pièce. On a les sièges au milieu où sont installés les divers participants à la séance. Le numéro 1, c'est une petite table où il y avait une radio dessus. Le 2, c'est une cheminée. Le 3, le chauffage électrique. 4, un buffet. Le numéro 5, une table d'appoint. 6, le canapé. Le numéro 7 est une fenêtre avec des rideaux. Au bout d'une vingtaine de minutes, après que tout le monde a un petit peu bavardé, Lady dit que la séance va commencer et elle demande donc le silence. Elle va allumer la radio et elle met une petite musique. La radio avait des boutons lumineux et ces boutons-là, la salle étant en obscurité, l'illuminaient. Donc avec cette lumière, Harry Price arrivait à voir distinctement l'ensemble des participants. Et il a remarqué d'ailleurs que la mère de Rosalie était déjà en larmes. Au bout de quelques minutes, le mari de Lady s'est levé et a éteint la radio. Toute la pièce était silencieuse et la mère de Rosalie a murmuré doucement son prénom. Elle l'a murmuré pendant une vingtaine de minutes. De temps en temps, Lady appelait également la jeune fille et avec le temps qui passe, Harry Price, au bout d'un moment, il commence à être mal à l'aise. Il se demande dans quoi il s'est fourré le bouc. On lui avait prévenu que ces séances avaient un petit caractère sacré, qu'il pouvait y avoir pas mal d'émotions, mais il ne s'attendait pas à assister à autant de pleurs. C'est quand l'horloge a sonné les 22 heures que là, la mère de Rosalie a dit « ma chérie ». Immédiatement, Lady, l'hôte de cette séance, se penche vers Harry Price et dit « elle est ici, ne dites rien ». Et Harry Price, après ces quelques mots, ressent une présence, juste à côté de lui. Mais ça a été vraiment soudain. C'est pas comme si on sentait que quelqu'un s'approchait, c'est comme si la présence était apparue à côté de lui, sans qu'il s'en rende compte, et cette présence-là, il ne la voyait pas. Il la ressentait seulement. Il y avait une odeur, il n'y avait pas avant dans la pièce, qui n'était pas désagréable, mais qui était bizarre. Harry Price, avec sa vision qui s'ajuste à l'obscurité, remarque que la mère de Rosalie a un comportement très maternel, comme si en fait elle cajolait son enfant, et au bout d'un moment il a entendu des bruits de pas, de piétinement, comme si des petits pieds en fait se précipitaient. Et c'est là qu'il a senti quelque chose toucher le dos de sa main qui était posée sur sa jambe. Harry Price ne comprend pas, il a tout de suite envie d'analyser ce qui se passe, sauf qu'il respecte les conditions qu'on lui a imposées. Il décide de ne rien faire, juste de ressentir. La sensation qu'il décrit, c'est que quelque chose de doux et de chaud a effleuré sa main. Harry Price entend la mère de Rosalie qui continue de parler à son enfant, mais elle semble de moins en moins émotive. On sent que avant elle était en train de pleurer à chaudes larmes, mais que là elle commence à se calmer. Et quand elle commence à se calmer, là, Lady demande à la mère de Rosalie si Harry Price peut toucher l'entité. On lui dit oui, et on lui demande de tendre son bras gauche. C'est ce qu'il fait, et là, truc incroyable. Il sent, au bout de sa main, un corps humain. Il sent que c'est un corps nu, et donc il tapote un petit peu. Attention, pas d'esprit mal placé. Et il sent, de par le toucher, que ce qu'il a devant lui, c'est ce qui semble être une petite fille de 6 ans. Il touche, il sent ses cheveux, il arrive à sentir son menton, son cou, et à sa grande surprise, et peut-être à la vôtre aussi, c'est pas quelque chose de froid. On dit souvent que les esprits, ils ont la peau pâle, ils apportent avec eux une température glaciale, mais là, c'est tout l'inverse. C'est comme si en fait, il touchait quelqu'un qui était bien vivant. Vous savez, le corps humain, naturellement, a une certaine chaleur, c'est ce qu'il sent. C'est pas aussi chaud qu'un corps humain, mais plus chaud que ce qu'il ne pensait. Il arrive à toucher ses cheveux, ses cuisses. Vous avez compris qu'il arrivait vraiment à sentir quelque chose de par le toucher. Et rappelez-vous, là, on n'a pas affaire à un médium, on a affaire à un homme de science. Donc, autant vous dire qu'il est totalement sur le fessier, le garçon. Harry Price, à ce moment-là, il a deux sentiments. D'un côté, t'as le côté scientifique qui lui dit qu'il veut tout de suite savoir ce qui se passe et analyser, mais d'un autre côté, il a son côté humain, où là, clairement, il comprend pas. Parce qu'il s'est déjà assuré qu'il ne pouvait pas y avoir de supercherie, donc il comprend pas comment on aurait pu le duper, et il est sûr que la mère de Rosalie
ne fait pas partie de cette comédie si c'en est une, parce que elle, son émotion est bien réelle, ça se sent. Harry Price se demande s'il peut s'approcher un peu plus de la jeune fille, on lui donne l'autorisation, donc il rapproche sa chaise, et là, il peut utiliser ses deux mains pour toucher l'entité. Il continue de toucher, et là du coup il a des raisonnements scientifiques, il se dit donc un esprit et un être humain sont similaires en fait. Quelque chose de fou, parce que ça change radicalement de l'image qu'on a des fantômes, c'est que Harry Price pose sa main sur le cou de la jeune fille et il prend son pouls. Et vous savez, normalement quelqu'un qui est mort, son cœur ne bat plus. Mais là, c'est 90 pulsations par minute, ce qui correspond au pouls moyen d'un enfant âgé entre 2 et 7 ans. Harry Price a poussé le vis, il a placé son oreille sur la poitrine de l'enfant et il entendait son cœur battre. Harry Price prend les deux mains de la fillette dans les siennes et il demande à des participants de parler. Il se dit que peut-être c'est juste quelqu'un qui imite un enfant. Sauf que non, il entend bien tous les participants parler à leur place respective. Sauf que là, encore une fois, Harry Price, ce qu'il a, c'est uniquement des sensations de toucher. Il demande donc l'autorisation à pouvoir éclairer légèrement, évidemment, l'entité qui se trouve devant lui. On prend des miroirs pour diriger un petit peu de lumière douce et on remonte des pieds jusqu'au haut du corps. Harry Price se retrouve donc devant une enfant, une fillette, mais il y a une certaine lueur. On voit distinctement qu'il y a un corps, mais entouré d'une sorte d'aura. Il n'y a rien à dire de plus concernant son physique, à part qu'elle semblait un peu pâle, et dans ses yeux, qui étaient foncés de base, il y avait une sorte de lueur qui semblait se manifester. Le visage de la jeune fille était assez fermé, il n'y avait aucune émotion qui transparaissait sur son visage. Harry Price est vraiment stupéfait devant ce qu'il voit, et là, la mère de Rosalie demande maintenant que l'examen, on va dire, physique de Rosalie cesse. Harry Price souhaite maintenant qu'il a vu de ses yeux quelque chose, voir un petit peu comment cette entité interagit. Donc il demande s'il peut poser des questions à Rosalie. Néanmoins, apparemment ce soir-là, Rosalie n'a pas trop envie de parler. Donc on prévient Harry Price que c'est possible qu'elle ne réponde pas à toutes les questions. Il a posé plusieurs questions. Il a demandé où Rosalie habitait, qu'est-ce qu'elle faisait là, est-ce qu'elle a des jouets là où elle se trouve. En gros, il pose des questions un peu bateau. Sauf que à toutes ces questions, Rosalie ne donne aucune réponse. Harry Price est assez frustré et il décide de terminer par une ultime question. Il dit « Rosalie, aimes-tu ta maman ?» Et là, d'un coup, les yeux de la jeune fille se sont illuminés et elle a répondu « Oui ». À peine elle avait répondu, sa mère s'est levée et elle a pris sa fille dans ses bras pour la câliner. Tout le monde était très ému, tout le monde pleurait, même Harry Price, qui est un homme qui en a vu des choses, avait la petite larmichette à l'œil. Et c'est au bout de 15 minutes, après cela, que Rosalie a disparu. Elle a disparu comme ça, sans bruit, sans dire au revoir, rien du tout. Et c'est à 23 h que Lady annonce que la séance de spiritisme est maintenant terminée. Toutes les lumières sont allumées de nouveau, et donc maintenant Harry Price a le champ libre pour réaliser toute l'enquête qu'il souhaite. Il peut faire ce qu'il veut, il peut enquêter maintenant qu'il a vu de ses yeux ce qui se passait, peut-être qu'il va avoir des théories, peut-être qu'il va vouloir enquêter dans un axe ou dans un autre. Première chose qu'il fait, c'est de regarder si tout ce qu'il a scellé était toujours scellé. C'était le cas. Aucune trace non plus sur la poudre. Et donc, à la fin de cette soirée, Harry Price est parti. Il a remercié Lady, son mari, pour l'invitation. Et donc, il est parti après avoir vécu une soirée assez déroutante. Tellement choqué de ce qu'il a vécu, peu de temps après être arrivé chez lui, Harry Price a commencé à écrire ses conclusions suite à cette soirée. Sauf que là, Harry Price il fait face à un problème. C'est que par écrit, il n'arrive pas à expliquer vraiment ce qui s'est passé, vraiment à quel point c'était incroyable. Parce que vivre la chose, évidemment, ça renforce beaucoup plus le truc que de le lire. Il se dit que si jamais il écrit le truc, les gens vont lire son article et ils vont se dire « Ouais, un mec, il pense avoir vu des choses et basta ». Alors qu'en soi, eh bien, c'était vraiment quelque chose de fantastique qu'il a vécu. Ce qu'il regrette aussi, c'est de ne pas avoir pu vivre cette expérience dans son laboratoire, parce que du coup, si ça avait été le cas, il aurait pu vraiment venir avec des preuves et montrer au monde entier qu'il y a bien une vie après la mort. Évidemment, il y a toujours un doute qui subsiste, il se dit est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est un canular? Si c'est un canular, c'est quand même quelque chose de très bien monté, parce que la mère de Rosalie, elle, son émotion est réelle, donc ça veut dire qu'on joue en plus avec elle, donc il pense vraiment que tout ce qu'il a vécu, donc lui, sa théorie, c'est plutôt que ce qu'il a vécu est vrai, plus en tout cas que non, c'est un canular. Harry Price se dit aussi qu'il aurait dû agir différemment pendant la séance de spiritisme, qu'il aurait dû avoir quelques gestes scientifiques, c'est-à-dire pourquoi pas prendre les empreintes digitales de Rosalie, mais qu'il était tellement stupéfait sur le moment qu'il n'y a pas pensé du tout. Ce qui est, je pense, totalement compréhensible. Je pense que chacun d'entre nous, on assiste à quelque chose de la sorte, on n'y penserait pas. Finalement, Harry Price révèle l'histoire de Rosalie, il partage son compte-rendu, et beaucoup disent qu'il a inventé toute l'histoire. Et qu'en fait, il aurait créé une histoire à partir d'un autre truc qu'il avait fait dans une autre maison. Certains proches d'Harry Price l'ont soutenu, ils ont dit qu'ils l'ont vu après cette expérience et que lui, pendant plusieurs jours, était assez
choqué, il se remettait pas trop de ce qu'il avait vécu, et un truc vient plus tard, encore une fois, ajouter du trouble sur cette histoire. Quelqu'un, de manière anonyme, envoie une lettre à la société où travaille Harry Price. Dans les années 1960, donc vraiment des années après, une personne dit avoir joué le rôle de Rosalie pendant les séances de spiritisme. Donc ça veut dire que cette personne qui était enfant à ce moment-là était maintenant adulte, et qu'en fait cette personne avait fait l'actrice à la demande du vrai père de Rosalie qui en fait n'était pas mort. Il n'aurait jamais été mort à la guerre, il avait en fait fait cela pour de l'argent. Donc là, c'est quelque chose d'assez perturbant parce que pour Harry Price, l'enfant était tout comme vivant, donc ça pourrait éventuellement coller au truc de c'était bien une actrice. Mais ce que Harry Price n'a jamais su expliquer, c'est comment cet enfant s'est retrouvé dans une pièce qui était scellée comme ça. Peut-être qu'il y avait un passage secret, quelque chose de sophistiqué qui aurait pu permettre ce genre de choses, mais en tout cas, cette affaire-là, ce mystère concernant cette apparition, eh bien il est encore d'actualité. Donc, grosso modo, soit on pense qu'effectivement Harry Price a assisté à l'apparition d'une entité, l'entité d'un fantôme, enfin l'entité qui s'appelle Rosalie, ou alors on peut se dire que effectivement, il a plutôt été victime d'un canular que lui, bien qu'il ait pris des mesures, n'a pas réussi à identifier. Vous connaissez probablement Ed et Lorraine Warren. Ils ont beaucoup été mis en avant au cours des dernières années grâce au fameux film Conjuring, grâce à la notoriété de la poupée Annabelle. C'est eux qui ont traité cette affaire et qui ont traité bon nombre d'autres affaires. L'affaire dont je vais vous parler maintenant est une affaire qui, je crois, n'est pas très connue. Si vous ne le saviez pas, Ed et Lorraine Warren intervenaient dans beaucoup de conférences dans des universités. Ils répondaient aux questions de certains curieux sur le sujet du paranormal, et ce couple de démonologues avait deux profils distincts. Ed, lui, était quelqu'un de très croyant, c'était un peu l'homme d'action du couple, et Lorraine, elle, était très sensible à tout ce qui était psychique, paranormal. Elle arrivait à déceler certaines énergies, elle était considérée en quelque sorte comme une médium. Et pendant ces différentes interventions de les universités, elle arrivait facilement à voir qui était animé de bonne énergie et qui ne l'était pas. Et alors que le couple était en train de faire une conférence, elle a remarqué une énergie beaucoup plus malsaine que les autres. Et elle s'en est rendue compte quand la conférence était terminée et qu'un couple parlait avec son mari, Ed Warren. Ed parlait avec un jeune homme accompagné de sa petite amie. Ce jeune homme, nous allons l'appeler Jameson. Et il voulait parler à Ed car il trouvait que sa petite amie avait un comportement très étrange. Cette petite amie, Anastasia, était souvent, selon les dires de Jameson, possédée. Cette fameuse possession se traduisait de la manière suivante. Quand Anastasia s'énervait, elle semblait être remplie d'une rage, d'une colère qui était étrangère. Son visage se transformait presque en quelque chose d'animal, et également sa voix changeait. Ce n'était plus la voix d'Anastasia, ce qui alertait énormément Jimmy sur le fait que potentiellement elle était sous une influence occulte. Alors que Lorraine observait le couple discuter avec son mari, elle a remarqué qu'Anastasia semblait bouillonner de rage. Lorraine s'est donc approchée de Ed pour le prévenir, et après lui avoir dit quelques mots, Anastasia s'est jetée à son cou et a essayé de l'étrangler. La jeune fille, très violente, a été mise à l'écart, et Ed ainsi que Lorraine Warren, curieux de ce comportement, ont pris le couple à part pour discuter avec eux. Pour Ed Warren, la chose est très claire. Anastasia est en pleine possession démoniaque. Sa respiration est forte, elle est encore actuellement sous l'emprise de quelque chose. Sa voix est différente de sa voix habituelle. Donc voyant que là, on ne pourrait rien tirer d'Anastasia, Ed et Lorraine Warren s'assirent dans un coin de la pièce et ils ont patienté le temps que la possession prenne fin. C'est au bout de 10 minutes à peu près qu'Anastasia a repris ses esprits. Elle ne se souvenait de rien, elle ne s'est pas souvenue d'avoir essayé d'étrangler Lorraine Warren, et c'est là qu'elle va pouvoir raconter un petit peu certaines choses. Elle dit que au cours des derniers mois, la situation qu'elle vivait s'était détériorée. Avant, donc il y a plus de 3 mois, elle avait de temps en temps certaines absences dont elle ne se souvenait pas, mais c'était des absences d'à peine quelques heures. Mais au bout des 3 fameux derniers mois, là ces absences duraient sur plusieurs jours. Donc Anastasia perdait la mémoire de plusieurs jours de sa vie sans savoir ce qu'elle avait fait. Ed Warren a expliqué à la jeune fille qui était assez déboussolée que la perte de mémoire était quelque chose de très typique de la possession, ayant vu beaucoup de cas
non pas similaires, mais de cas de possession dans sa vie. Souvent, les personnes, quand ils étaient possédés, ne se souvenaient pas de ce qu'ils avaient pu faire quand ils étaient sous l'emprise de quelque chose. Mais il y a une grande question qui se pose. La question c'est pourquoi Anastasia est possédée? Car on ne devient pas possédé par une entité comme ça. Il y a forcément quelque chose qui a provoqué la possession démoniaque. Et c'est là qu'Anastasia a raconté son histoire. Elle ne pensait pas que c'était cela qui avait provoqué son état, mais vous allez voir que si, ce sont ces actes qui ont entraîné de telles conséquences. Il se trouve que l'été avant la rencontre avec les Warren, Jameson et Anastasia se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous deux en vacances, là où vivait Anastasia. Ils se sont rencontrés, ils ont eu quelques rendez-vous et ils ont commencé à se fréquenter. Mais à la fin des vacances, Jameson est rentré chez lui pour poursuivre ses études. Pour lui, la relation qu'il avait eue avec Anastasia n'était qu'une amourette de vacances, rien de sérieux. Il n'avait aucun sentiment vis-à-vis de la jeune fille, sauf que elle, dans son cas, c'était tout le contraire. Elle était tombée éperdument amoureuse de Jameson, elle a essayé de lui faire comprendre qu'elle l'aimait en lui envoyant des lettres, elle a essayé de le convaincre de revenir de temps en temps pour la voir, mais lui n'a jamais pris la peine de répondre aux lettres envoyées ou alors de lui donner le moindre signe de nouvelles. Il faut savoir qu'Anastasia était une jeune fille issue d'une bonne famille, une famille aisée, donc de par l'intermédiaire de l'argent, elle était habituée à recevoir tout ce qu'elle désirait. Et elle n'arrivait pas à accepter le fait que Jameson se refuse à elle. Donc voyant que toutes ces tentatives pour essayer de le convaincre d'être officiellement avec elle ont échoué, elle a décidé de se plonger vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Elle s'est rendue dans un magasin spécialisé dans l'occultisme et elle a trouvé un livre qui n'avait pas un sujet très positif, un livre de magie noire. Elle a ramené ce livre chez elle, elle l'a étudié et une semaine après l'avoir acheté, elle a organisé un rituel visant à faire tomber amoureux Jameson de sa personne. On ne sait pas comment s'appelle le livre qui a été utilisé, Ed Warren n'a pas voulu le divulguer quand il a parlé de cette affaire, pour éviter que des personnes essayent de retrouver un tel livre et tentent de s'en servir. Car ce qui est précisé, c'est que tous ceux qui ont utilisé ce livre ont toujours eu des problèmes. Et Anastasia n'a pas échappé à cette règle. Pour parvenir à faire le fameux rituel qui était censé prendre le cœur de Jameson, Anastasia s'est procuré un morceau de dentelle noire qu'elle a porté, un peu comme une mariée porterait un voile, sauf que là c'était un voile assez funeste. Elle faisait tenir ce voile grâce à une couronne faite en cornes de chèvre. Et après cela, elle a juré allégeance, non pas à Dieu, mais à Satan. Les paroles qu'elle a dû prononcer consistaient à exprimer le fait qu'elle se détournait de Dieu pour se donner corps et âme au diable. Après cela, elle a utilisé une tasse remplie de sang d'animaux. Ça pourrait sembler assez gros, mais ce qui est surprenant, c'est qu'un mois plus tard, Jameson a fait son retour dans la vie d'Anastasia. Il a commencé à s'intéresser à elle, en répondant à ses lettres, en l'appelant au téléphone et en revenant physiquement là où ils s'étaient rencontrés. Anastasia était très heureuse. Son rituel s'était bien passé, mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle avait passé un contrat avec quelque chose. Ce contrat offrait l'amour de Jameson en l'échange de quelque chose de la part d'Anastasia. Et le quelque chose qu'elle devait, cette dette, elle ne l'avait pas encore remplie. Normalement, suite à ce rituel, Anastasia aurait dû être possédée par un démon très puissant, mais elle a eu beaucoup de chance car une entité beaucoup moins forte a répondu à son appel et s'est infiltrée dans sa vie. C'était un démon qui avait la capacité d'enflammer les passions, de la désinhiber. Concrètement, un petit élan de colère en devenait un énorme. Elle ne pouvait plus contrôler ses impulsions. Et c'est dans ces périodes-là que l'entité arrivait à contrôler Anastasia pendant plus ou moins de temps et ensuite, elle ne se rappelait plus de ce qu'elle avait pu faire sous l'emprise de l'entité. Ed Warren, après avoir entendu cette histoire, était très inquiet. Parce que voyant à quel point l'entité qui possédait Anastasia était vicieuse, il s'est dit que il était probable que cette entité pousse la jeune fille à se donner la mort elle-même. Pour lui, un exorcisme doit être réalisé dans les plus brefs délais. Donc il décide, après la fameuse conférence, le jour même, de laisser sa femme rentrer avec leur véhicule et lui d'aller au domicile de Jameson et d'Anastasia pour la surveiller. La nuit se passe sans encombre
et le lendemain matin, Ed Warren appelle quelqu'un de compétent pour pratiquer un exorcisme. Pas quelqu'un issu de l'église catholique, mais quelqu'un issu de l'église protestante. Il appelle quelqu'un de l'église protestante qu'il connaît bien, parce que l'église catholique aurait eu besoin de beaucoup de preuves et aurait mis beaucoup plus de temps à pratiquer un exorcisme, alors que son contact protestant aurait pu pratiquer un exorcisme sur le champ. Mais par contre, son contact a quand même besoin d'avoir une preuve. Il ne va pas pratiquer un exorcisme simplement sur la base de paroles, même sur la base de la parole d'un ami. Donc une fois qu'il est arrivé avec un assistant sur place, il demande à voir une preuve qu'Anastasia est réellement possédée. Et Ed Warren connaît un bon moyen de lui apporter la preuve qu'il demande. Ce moyen, c'est en fait de placer une croix religieuse derrière la tête d'une personne supposément possédée à son insu. C'est censé apparemment faire immédiatement réagir le démon qui l'habite. Donc il demande à Anastasia de fermer les yeux et de compter jusqu'à 20. Et alors qu'elle est en train de compter, une croix est placée juste derrière sa tête. Et immédiatement, dès que la croix est positionnée à l'arrière de la tête d'Anastasia, alors qu'elle est en train de faire un décompte, sa voix change et devient très gutturale. Et elle crie « Enlève-moi ça, ça brûle, enlève-moi ça ». C'est là qu'une conversation avec le démon est possible et l'entité se présente comme une entité, étant la seule à posséder la jeune fille, et il se présente comme un serviteur de Diane, un esprit qui est associé à la frustration ou encore à l'oppression de ses envies les plus intimes. Là, ayant maintenant une preuve qu'il y a bien entité dans le corps de la jeune fille, l'exorcisme prend lieu, et pendant à peu près les 1 heure de l'intervention, l'entité n'arrêtait pas de répéter « Anastasia est à moi ». Son âme m'appartient. Les murs tremblaient, les objets aux alentours semblaient presque se briser, mais finalement, l'exorcisme a été un succès et tout est redevenu à la normale. Juste avant la fin de l'intervention, l'entité a dit qu'il reviendrait. Anastasia était donc maintenant libre, en tout cas c'est ce que tout le monde pense. Elle ne réagit plus forcément aux croix religieuses, donc on pense que ça y est. L'histoire s'arrête ici. Mais ce n'est pas le cas. Le couple Warren avait l'habitude d'une chose quand ils intervenaient, c'était de ramener les objets considérés comme démoniaques chez eux pour les garder en sécurité. Cette affaire n'a pas dérogé à la règle. Ed a donc ramené les objets utilisés pour le fameux rituel chez lui et il les a placés dans sa fameuse maison, là où il y avait différents objets démoniaques comme la très célèbre poupée Annabelle. Il a pris tout cela d'une part pour les mettre en sécurité et d'autre part pour éviter qu'Anastasia ne soit prise de tentation, c'est-à-dire qu'elle cherche de nouveau à se servir de ce qu'elle avait utilisé pour prendre le cœur de son amoureux, Jameson, pour de nouvelles choses. Après avoir ramené les objets chez lui, Ed a commencé à constater des choses étranges. Il est certain que l'entité était encore accrochée aux objets du rituel et donc Ed avait ramené cette entité chez lui, et pour expliquer cela, il disait qu'il ressentait un grand froid, soit dans le musée où il avait exposé les objets, soit dans son bureau. Il se sentait comme suivi, donc pour essayer de se protéger un maximum, il utilisait de l'eau bénite pour calmer les pulsions de cette entité. Le lendemain, après être rentré chez lui et avoir ramené les différents objets du rituel chez lui, Ed a reçu un appel téléphonique. C'est un certain monsieur Harrison qui l'a contacté pour demander une entrevue avec le démonologue car il s'inquiète pour sa fille Michelle. Sa fille semblait connaître des choses qu'elle ne devrait normalement pas savoir. Elle avait une connaissance innée de tout ce qui concernait la magie noire, l'occultisme, les rituels, et tout ça depuis son plus jeune âge. Il explique que quand elle était petite, elle ne jouait pas avec les enfants de son âge, elle s'amusait à reconstituer des rituels dont elle n'avait nullement entendu parler, que c'était quasiment instinctif et que dans ces rituels, il y avait mention de pentagrammes, sacrifices d'animaux, rien en tout cas de très réjouissant. Elle connaissait également des formules vraiment très complexes qu'on ne trouvait même pas forcément dans des livres de magie noire. C'est en grandissant que les choses ont empiré au fur et à mesure des années. Michelle avait une aversion pour la religion, c'est-à-dire qu'elle détestait tout ce qui était en rapport avec Dieu, et donc une peur autour d'elle s'est manifestée. Les enfants du quartier ne voulaient pas l'approcher, donc étant inquiet quand même de ce qui arrivait à sa fille, monsieur Harrison voulait savoir si Ed pouvait enquêter en quelque sorte pour lui dire ce qu'il pouvait faire. Détail aussi troublant concernant la vie de Michelle, c'est qu'elle semblait avoir
quelques pouvoirs. En effet, d'un simple regard, elle semblait être capable de pouvoir arrêter certaines machines. Elle aurait, selon les dires de ce fameux monsieur Harrison, arrêté un véhicule en marche sur l'autoroute. Je sais que ça peut sembler assez gros, mais je ne fais que vous dire ce que ce père a raconté à Ed Warren. Et ce qui a été un peu le déclencheur, l'élément qui a fait que monsieur Harrison voulait contacter Ed Warren, c'est que depuis quelques jours, Michelle semblait être habitée de personnalités différentes. Ça pouvait être des femmes ou même des hommes. Et le pire, c'est qu'il y avait certaines personnalités qui ne semblaient même pas humaines. Dans un premier temps, monsieur Harrison a emmené sa fille voir un psychiatre, mais ce psychiatre a affirmé que les problèmes de Michelle n'étaient pas d'ordre psychologique et qu'il fallait consulter des gens spécialisés dans, non pas le paranormal, mais des membres du clergé, car les psychiatres pensaient à un cas de possession. Les membres de l'église ont décidé de refuser de voir la jeune fille tant que Ed Warren, qui était déjà très connu à l'époque, n'ait pas donné son avis sur la question. Donc Ed Warren a accepté de rencontrer Michelle ainsi que son père, il lui a donné un rendez-vous, et la nuit avant le fameux rendez-vous, l'esprit qui avait habité Anastasia s'est manifesté de nouveau. Il a été calmé par Ed Warren à l'aide d'eau bénite, chose qu'il faisait assez régulièrement. Vient ensuite le rendez-vous avec monsieur Harrison et sa fille Michelle. Tous s'installèrent dans le bureau de Ed Warren. Ed demanda à monsieur Harrison de raconter une nouvelle fois son histoire, et après, Ed posa directement des questions à la jeune Michelle. Il lui a d'abord demandé de se présenter, et elle a répondu à ses questions à chaque fois avec une sorte de mépris. Elle était même parfois insultante. Voici un peu une retranscription de ce qui a pu être dit. Qui es-tu? Michelle Harrison. Quel âge as-tu? Je suis plus vieille que ce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses de ce que ton père m'a raconté? Est-ce que c'est vrai que tu as plusieurs personnalités? Il est paranoïaque. Je suis moi-même. Je suis qui je veux être. Est-ce que tu as des personnalités qui ne sont pas humaines? Je n'ai pas à répondre à tes putains de questions. Alors que l'interrogatoire se poursuit, Michelle remarque que sur le bureau d'Ed Warren, il y a la fameuse dentelle noire qui avait appartenu à Anastasia. Ed l'avait placée sur son bureau pour surveiller ce morceau de rituel, et Michelle s'en est saisie très rapidement et l'a pressé contre sa poitrine. C'est là que les traits de visage de Michelle se sont transformés. Son visage est devenu quasiment inhumain. Ça ressemblait à une sorte de bête qui rigolait et qui se moquait. Ed a tout de suite compris qu'un démon l'avait possédé. Il a pris immédiatement 2 flacons d'eau, un flacon d'eau bénite et un flacon d'eau du robinet. Il s'est un peu éloigné et là Michelle s'est mise à rigoler avec un rire qui a envahi toute la pièce. Ed a demandé à qui il parlait et Michelle, avec une voix qui n'était pas la sienne, a dit que Ed connaissait déjà la réponse. Avec les diverses réponses données par Michelle, Ed a compris que l'entité qui possédait Anastasia possédait maintenant la jeune Michelle Harrison. Ed a voulu défier l'entité. Il lui a mis un peu d'eau dans la main, de l'eau du robinet. L'entité lui a répondu que c'était humide, mais qu'il préférait largement badigeonner son corps de sang, qu'il avait envie de voir du sang, et même d'en boire. Après cela, Ed Warren lui a mis de l'eau bénite dans les mains, et ça a fait réagir l'entité de nouveau. L'entité a commencé à provoquer Ed Warren, en lui disant qu'il n'était pas un homme de Dieu, en remettant en cause ses croyances, qu'il n'y avait pas d'enfer ou de paradis, mais un endroit entre les deux, qu'il va envoyer Ed Warren dans cet endroit. Après cela, l'entité a rigolé pendant 10 secondes, avant de se mettre à pleurer. En pleurant, l'entité a dit qu'elle n'aimait pas Ed Warren. Ed savait pourquoi. Il lui a dit que c'était parce qu'Anastasia n'était plus à sa disposition, qu'elle ne pouvait plus la posséder. Sauf que l'entité remet en doute la parole du démonologue. Elle dit qu'elle peut avoir tout ce qu'elle désire, et que si elle le désirait, elle pourrait revenir vers Anastasia, car Anastasia boira le sang, et quand elle le fera, alors l'entité pourra la posséder de nouveau. L'entité considérait Anastasia comme son jouet, et après ces mots, Ed Warren a pratiqué une sorte d'exorcisme à l'aide d'eau bénite et d'un crucifix. À la fin, l'entité semblait être partie. Après avoir beaucoup gémi, la jeune fille, Michelle, est redevenue plutôt normale, et elle semblait beaucoup plus calme que ce qu'elle était jusqu'à présent. Après ces événements au cours de la réunion, Ed a compris ce qui s'était passé. Michelle Harrison n'avait jamais fait quoi que ce soit qui aurait pu permettre à une entité de la posséder. Et elle n'était pas directement en fait possédée par une entité, mais elle pouvait l'être
par plusieurs. En fait, Ed était un fervent croyant de la réincarnation. Et il était persuadé que la jeune Michelle était la réincarnation de quelqu'un qui, au cours de sa vie, donc ça peut être une vie antérieure ou une vie alors qui date d'il y a plusieurs siècles, il pense qu'en fait, Michelle Harrison est une personne réincarnée. Il ne sait pas dans quelle vie antérieure il s'est passé quelque chose, mais ce dont il est sûr, c'est que quelqu'un qui s'est réincarné en Michelle Harrison avait fait quelque chose qui permettait à des démons de venir posséder l'individu. Ça peut être un rituel comme Anastasia l'a fait, ça peut être un pacte, peu importe. Donc en se réincarnant en la jeune Michelle Harrison, Michelle a gardé, on va dire, cette particularité, le fait de pouvoir être possédée, et elle était donc une sorte de moyen de communication entre démons et êtres humains. C'est pour ça qu'en fait elle avait plusieurs personnalités. Des entités positives comme des entités négatives pouvaient prendre possession d'elle pour s'exprimer, alors qu'elle-même, Michelle, n'avait jamais fait quoi que ce soit pour donner cette autorisation. L'autorisation de posséder l'individu a été réalisée pendant une des vies antérieures. C'est assez complexe, mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ed pense même, il met ça en avant, qu'en fait le fait qu'il y ait eu réincarnation soit dû à une sorte de pacte avec un démon. Par exemple, si moi-même je faisais ça, et que je faisais un pacte pour me réincarner, quand je me réincarnerais, là je pourrais me faire posséder. Ed Warren explique qu'en fait, faire un pacte ou un rituel qui implique une entité, surtout démoniaque, perturbe l'ordre naturel des choses. Et détail troublant concernant la fameuse rencontre entre Michelle Harrison et Ed Warren, c'est que elle était au courant de sa situation, qu'elle se faisait en quelque sorte posséder, et elle connaissait Ed Warren. Et elle n'est pas allée voir Ed Warren parce qu'elle voulait se débarrasser de sa condition. Elle voulait aller le voir pour essayer de le contrôler, pour obtenir des secrets qui la permettraient d'en savoir plus sur tout ce qui est démonologie. Michelle Harrison et son père sont ensuite partis. Il semblerait qu'il ne se soit plus rien passé dans la vie de la jeune Michelle qui concerne tout ce qui est démonologie, magie noire. Mais là où il y a eu du nouveau, c'est dans la vie d'Anastasia, celle qui était initialement possédée par une entité. Elle a réalisé de nouveau un rituel, elle avait de nouveau bu du sang, et donc elle était retombée sous l'emprise de l'entité qui l'avait possédée et qui avait ensuite, pendant un court instant, possédé la jeune Michelle Harrison. Un nouvel exorcisme a été réalisé, la libérant de nouveau. Les objets dont elle s'était servie pour le premier rituel sont toujours chez Ed et Lorraine Warren dans leur musée. Il semblerait qu'il ne se soit rien passé de nouveau ensuite dans la vie d'Anastasia, mais par contre, dans la vie de Michelle Harrison, là, c'est le mystère. On ne sait pas vraiment ce qu'elle est devenue par la suite, car sa condition n'était pas due à une entité. C'était dû à autre chose, donc ce qu'elle est devenue par la suite, nul ne le sait.